Si je vous dis de regarder vos mains, vos jambes et même votre corps, vous ne voyez rien de particulier. C'est votre corps et vous le voyez tous les jours. Mais vous êtes un chef-d'œuvre. Vous êtes le chef-d'œuvre ultime de 4 milliards d'années d'évolution. Pourtant, si demain vous vous retrouviez seul, au milieu de l'Amazonie, sans aucun outil, vous avez très peu de chances de survivre. On peut alors se demander pourquoi. Pourquoi l'espèce dominante de la planète est-elle devenue si vulnérable ? Pourquoi sommes-nous de plus en plus fragiles, de plus en plus inadaptés à la vie sauvage ? Pourquoi l'humanité compte-t-elle de plus en plus de gens myopes, allergiques ou asthmatiques ? Selon Darwin, nous devrions tous être de super athlètes, aux yeux de lynx. Pourtant, c'est l'inverse qui se produit. On s'affaiblit. Alors est-ce que l'évolution est tombée en panne ? Peut-être qu'on se trompe simplement d'échelle. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi votre mauvaise vue, votre manque de muscles, ne sont pas des erreurs de la nature, mais bien les preuves que vous n'êtes déjà plus l'individu que vous croyez être. L'individu au sommet de l'évolution. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter en 1859. Le biologiste Charles Darwin publie alors une idée qui va tout changer, la théorie de l'évolution. Prenons un exemple concret avec un de nos ancêtres lointains. Voici Chrome. Comme nous, Chrome est défini par son ADN, une immense bibliothèque biologique qui contient environ 20 000 gènes. Chaque gène, c'est une instruction précise. Par exemple, celui-ci définit la couleur de ses yeux, et celui-là, la taille de ses doigts. Lorsque Chrome rencontre Yara, il donne naissance à 2 enfants, Haro et Mako. En théorie, chacun hérite de la moitié des gènes de son père et de la moitié de sa mère. Mais la nature n'est pas une photocopieuse parfaite. Pour créer un enfant, elle doit recopier des milliards de données. Et dans ce volume colossal, il y a forcément des erreurs. C'est ce qu'on appelle les mutations. La plupart de ces mutations ne changent rien, mais parfois, une simple faute de frappe bouleverse un destin. Haro, par exemple, naît avec une mutation étrange. Les muscles de sa mâchoire sont beaucoup plus fins. Cela semble être une faiblesse, mais ce défaut réduit la pression exercée sur son crâne, ce qui libère ainsi de la place à son cerveau pour grossir. Mako, lui, hérite d'une mutation qui rend ses jambes plus courtes et ses membres plus lourds. Il est très robuste, mais beaucoup plus lent. Dans la nature, le verdict est immédiat. Haro est plus astucieux, il anticipe les dangers et commence à tailler des pierres pour se défendre. Il survit alors, devient père et transmet sa mutation avantageuse à sa descendance. Mako, lui, trop lent, est rattrapé par un prédateur à l'âge de 13 ans. Il n'aura jamais l'occasion de fonder une famille. Son aventure génétique s'arrête avec lui. Au fil des millénaires, ces mutations qui offrent un bonus de survie se répandent et finissent par devenir la norme. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Pendant des millions d'années, c'est cette règle qui a gouverné la vie. La sélection naturelle est un filtre brutal. Si tu n'es pas adapté à ton environnement, tu disparais. C'est ce tri permanent, cette accumulation de petites erreurs gagnantes qui a sculpté chaque muscle et chaque nerf de votre corps. On ne choisit pas d'évoluer. Nous sommes simplement le résultat d'une très longue lignée de survivants. Mais voici le plus grand des paradoxes. L'évolution nous a dotés d'un cerveau si puissant qu'il a fini par stopper l'évolution elle-même. Grâce à notre intelligence, nous avons appris à contourner cette règle de la sélection naturelle que l'on croyait pourtant intangible. Aujourd'hui, nous ne subissons plus notre environnement, nous le transformons. Nous avons créé un bouclier technologique et social qui rend la survie du plus apte totalement obsolète. Reprenons notre exemple. Si un enfant naît aujourd'hui avec une mutation qui rend ses jambes plus courtes et ses bras plus lourds, cela n'a strictement aucun impact sur sa survie. Ok, il sera sans doute un mauvais basketteur, mais il pourra être un brillant ingénieur, un artiste, ou même un boulanger. Sa mutation physique ne l'empêchera jamais de se nourrir, ou de fonder une famille. Allons même plus loin. Imaginons un homme
avec une mutation qui lui donne une très très mauvaise vue et une ouïe presque inexistante. Il y a quelques dizaines de milliers d'années, il n'aurait pas survécu. Il se serait fait dévorer par le premier prédateur sans même l'avoir vu ni entendu. Et ses gènes se seraient donc arrêtés avec lui. Mais aujourd'hui, qu'en est-il ? Son plus gros problème n'est pas le léopard. C'est de trouver une bonne mutuelle pour rembourser ses lunettes et son appareil auditif. Grâce à la médecine, il peut vivre centenaire et transmettre ses gènes. Nous avons gelé la sélection naturelle. On ne s'adapte plus au monde, on adapte le monde à nous. On peut évidemment nuancer. La sélection naturelle n'est pas totalement morte. Elle vibre encore, mais sous d'autres formes. Nous continuons de choisir nos partenaires selon des critères de beauté, de symétrie ou de vigueur. Car les vestiges de notre cerveau y voient encore des signes de santé. La sélection naturelle est simplement devenue comportementale et sociale. Évidemment, quelqu'un de très sociable aura beaucoup plus de chances de transmettre ses gènes que quelqu'un de solitaire. Et nous sommes malgré nous moins enclins à projeter une famille avec quelqu'un de gravement malade, par peur instinctive de devoir élever un enfant seul. Mais ces critères ne sculptent plus de nouveaux muscles ou de nouveaux organes. Physiquement, notre espèce, l'homme, semble avoir atteint un plateau. L'être humain est la première espèce à être sortie de la sélection naturelle biologique. Pourtant, spoiler, l'évolution ne s'est pas arrêtée. Elle a simplement changé d'échelle. Pour bien comprendre ce qui est en train de nous arriver, il faut prendre du recul, beaucoup de recul. Tout à l'heure, quand on observait Chrome et Yara, nous n'avons remonté le temps que de quelques milliers, voire millions d'années. À l'échelle de la Terre, c'est un battement de cils. Si on veut vraiment comprendre la stratégie de la nature, il faut remonter là où tout a commencé, la cellule. Si on a l'impression que l'évolution s'est arrêtée avec nous, c'est parce qu'on regarde sans doute la mauvaise échelle. La vie ne se contente pas de changer de forme via des mutations, elle change aussi de structure. Au tout début, la vie, c'est ça. Une cellule, seule, dans l'océan. Elle est entière, autonome, elle se suffit à elle-même. Pendant des milliards d'années, elle est l'unité suprême de la vie. Elle gère tout, son énergie, sa protection, sa reproduction. C'est efficace, mais limité. Et puis, il y a 2 milliards d'années, une cellule en avale une autre, plus petite, sans la digérer. Au lieu de se détruire, elles décident de fusionner pour créer une cellule complexe. Elles ont abandonné leur liberté pour devenir les pièces d'une machine encore plus puissante. La petite fournit une énergie colossale à la grosse, et la grosse offre protection et nutriments à la petite. C'est le premier pacte de coopération de l'histoire. Puis, ces cellules complexes ont continué d'évoluer jusqu'à atteindre une limite. Elles ont ensuite franchi une nouvelle étape. Elles se sont elles-mêmes regroupées pour former un organisme multicellulaire. Un organisme encore plus grand, comme vous, moi ou les animaux. Ici, c'est le sacrifice total. Chaque cellule se spécialise. Certaines deviennent des muscles, pour le mouvement, d'autres des neurones, pour la pensée. Elles ont définitivement perdu leur capacité à survivre seules pour devenir des briques. Vous êtes une colonie de 30 000 milliards de cellules qui ont accepté de vivre pour vous. L'individu, c'est plus la cellule, c'est vous et votre corps. À chaque étape de l'histoire, la règle est la même. Pour évoluer, les briques du niveau inférieur s'unissent pour devenir les composants d'un être de niveau supérieur. Ce qui était le tout hier devient une simple brique demain. Et c'est là que ça devient vertigineux. Si l'évolution de notre corps semble s'être arrêtée, c'est peut-être parce que nous avons fini d'être l'organisme, le tout. On est peut-être en train de devenir la nouvelle brique d'un système encore plus vaste. Et c'est ici que tout s'éclaire. Pourquoi l'évolution s'arrêterait-elle à l'individu ? Une cellule de votre cœur, si vous la sortez de votre corps, meurt instantanément. Elle ne sait pas chasser, elle ne sait pas se protéger seule. Maintenant, reprenons l'exemple du début. Si vous vous retrouvez, demain, seul, au milieu de l'Amazonie, sans aucun outil. Même résultat. L'humain qui était le tout hier est peut-être en train de devenir la brique de demain. Nous ne sommes plus des individus isolés. Nous sommes les composants d'un organisme colossal, que nous appelons la société. Nous reproduisons exactement le schéma de nos cellules. Nous nous assemblons et surtout, nous nous spécialisons. L'agriculteur nourrit, comme un système digestif. L'ingénieur construit les infrastructures, comme notre système circulatoire. Le médecin répare les cellules, comme un globule blanc. Mais voici le point le plus troublant. Une cellule de votre foie ne sait pas qu'elle travaille pour vous.
Elle se contente de faire son job, sans conscience du corps qu'elle maintient en vie. De la même manière, nous ne réalisons pas que nos actions les plus banales, acheter un produit, voter ou simplement scroller sur un écran, ne sont plus des choix individuels. Ce sont peut-être les impulsions nerveuses qui nourrissent un tout planétaire. Nous sommes devenus comme les fourmis. Prises individuellement, elles sont limitées. Mais leurs colonies forment une intelligence collective capable de prouesses qu'aucune fourmi seule ne pourrait même concevoir. Les fourmis ou les abeilles, c'est ce que les biologistes appellent un superorganisme. Mais quand on regarde la définition, un superorganisme est un organisme composé de nombreux individus. C'est en général une unité d'animaux eusociaux où la division du travail est hautement spécialisée et où les individus isolés ne sont pas aptes à vivre par eux-mêmes sur de longues périodes. Il faut dire que c'est assez troublant. La pandémie du Covid-19 en a été la preuve la plus frappante. Ce n'était pas seulement une maladie de nos poumons, c'était un réel problème dans ce système global. Et face à l'attaque, nous n'avons pas réagi comme des individus isolés, mais comme un véritable système immunitaire géant. Spontanément, le corps social a adopté des comportements collectifs pour se protéger. Nous ne sommes plus les individus, mais les composants d'une structure supérieure. Et cette machine commence déjà à se mettre en place et à nous échapper. Qui peut prédire les mouvements de la bourse ? Qui comprend réellement ce qui se passe à l'intérieur des réseaux de neurones d'une IA ? Qui peut retracer le parcours de milliers de pièces qui composent votre téléphone ? Nous avons tissé des réseaux financiers, numériques et logistiques qui agissent à une vitesse et à une échelle qui n'est même plus la nôtre. Nous ne sommes plus les pilotes de la machine. Nous en sommes les rouages. C'est vrai, cela nous rend surpuissants. Mais cela nous rend aussi terriblement vulnérables. Dans ce corps unique, un conflit à l'autre bout du monde peut vous affamer, vous, ici, dans votre cuisine. Nous sommes peut-être à l'aube d'une nouvelle forme de vie que nous ne pouvons pas comprendre. Alors, l'évolution a-t-elle atteint ses limites ? Si l'on regarde l'image de la marche du progrès, on a l'impression d'être le point final, l'aboutissement. Mais la vérité, c'est que la nature ne s'arrête jamais. Elle a simplement changé de stratégie. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous aujourd'hui ? Vos gènes ? Ou le pays dans lequel vous vivez ? Votre bien-être dépend bien plus de la santé de vos institutions et de vos technologies que de votre propre ADN. Nous avons passé des millions d'années à perfectionner nos muscles et nos organes pour pouvoir survivre seuls. Mais aujourd'hui, la survie ne se joue plus dans nos gènes. Elle se joue dans la solidité de la structure qui nous contient. Regardez autour de vous. Nous ne sommes plus des entités autonomes. Nous sommes devenus des composants spécialisés. Séparés, nous sommes les créatures les plus vulnérables de la planète. Connectés, nous formons l'entité la plus puissante que la Terre n'ait jamais connue. Et si cette transition nous semble invisible, c'est parce qu'elle se produit à une vitesse fulgurante, maintenant. Là où l'évolution darwinienne a besoin de centaines de milliers d'années pour modifier la forme d'un os, l'évolution structurelle, elle, transforme notre monde en quelques décennies. Pourquoi attendre une mutation génétique pour mieux voir la nuit, quand on peut inventer l'ampoule en une seule génération ? La société a hacké la lenteur de la biologie. Je sais, c'est un changement de perspective brutal. Si nous avons du mal à voir cet être vivant, immense, dont nous faisons partie, c'est peut-être parce que nous sommes trop occupés à être ces cellules. L'évolution n'est pas terminée. Elle vient de changer de dimension. Elle ne sculpte plus nos visages ou nos mains. Elle sculpte nos réseaux, nos lois et notre intelligence collective. La question n'est donc plus de savoir si vous seriez satisfait de vos millions d'années d'évolution, seuls, au milieu de l'Amazonie, mais de savoir si nous serons capables de garder cette société en bonne santé. Car désormais, sa survie est la nôtre. L'évolution continue, et vous en êtes les neurones.